Et merci d'être là. Donc, après quelques difficultés liées au colloque sur les ethnotypes, nous reprenons notre cycle normal programmatique des Stonde sous l'égide de Jacques Thiers et nous accueillons pour une nouvelle fois notre collègue, je précise bien notre collègue Jean-Guy Talamogne, c'est à ce titre qu'il est là et qui va poursuivre son propos sur la période paolienne et plus précisément l'innovation du républicanisme paolien. Voilà, toujours avec cette mise en perspective qui nous permet aujourd'hui de réévaluer les préceptes, les principes qui se sont développés au XVIIIe siècle dans la période paolienne pour avoir un regard qui nous donne toujours des éléments de compréhension de l'actualité, voire de mise en perspective dans l'avenir. Voilà, je ne serai pas plus long. Je ne pourrai pas égrener l'ensemble des innovations du républicanisme de Paoli ici, mais c'est toi qui vas le faire avec bien plus de compétences et de brio que moi. Merci d'être là, Jean-Guy. On sait que l'agenda est chargé, mais c'est toujours un plaisir et on sait qu'il est partagé. À te. Ringrazia, bien, je remercie Jacques et chacune et chacun d'entre vous d'être venus pour que nous puissions avoir cet échange. Alors, nous étions rencontrés donc pour une espèce d'introduction générale, en quelque sorte, donc à ce que j'ai proposé d'appeler le républicanisme paolien. Donc, c'est ce corps de doctrine et de pratique également, donc, qui se sont cristallisés au moment de l'État paolien, à partir de 1755. Et jusqu'en 69, donc, sachant que, bien entendu, un grand nombre de ces idées avaient cheminé depuis fort longtemps, et au moins depuis le début de la Révolution corse, c'est-à-dire depuis 1729, mais elles avaient été largement préparées en amont pour certaines d'entre elles. Donc, ce corps de doctrine et également de pratique est particulièrement original. Donc nous en avions parlé lors de la séance consacrée à l'introduction. Original, même si bien sûr tout cela se situe dans un fil politique, un fil de pensée politique qui passe par l'Italie. Donc en fait le républicanisme qui remonte à l'Antiquité grecque, romaine, a un fort développement dans l'Italie du Nord et du Centre à partir du XIIe siècle. Donc des communes, des municipalités se constituent en république. Elles seront d'ailleurs, elles s'opposeront à l'Empire. On a à partir de ce moment-là l'élaboration d'une doctrine républicaine qui a été théorisée de manière extrêmement précise et pertinente par un auteur très connu, Machiavel, que l'on voit surtout comme le précepteur des tyrans, mais qui en fait est aussi un grand républicain. En atteste ses discours sur la première décade de Tite-Live, les discours. Ce républicanisme classique, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc va se développer en Italie, va toucher la Corse. Et donc Paoli, lorsqu'il va construire un régime, il va être dans le fil de ce républicanisme-là, et il va créer un maillon de cette chaîne des républiques, et un maillon particulièrement original. Alors d'un côté, on est dans le fil de ce qui existait, et puis d'un autre, bien entendu, on va franchir un certain nombre d'étapes. Et ce maillon est, je le disais, original. Il est très novateur. Il est très novateur, et c'est le sens de mon propos aujourd'hui, puisque cette séance s'intitule « Les innovations du républicanisme paolien ». Il est très novateur puisqu'il va, à un moment donné, permettre à Paoli d'exprimer à la fois la tradition politique corse qu'il a reçue, notamment de son père, donc celle qui avait commencé déjà à se constituer de manière forte depuis le début de la Révolution, donc il y a ce fil. Et puis il y a aussi ce qu'il a appris lorsqu'il était étudiant à Naples,
Et là, il a évidemment reçu une éducation des Lumières, alors les Lumières italiennes, hein, ce sont des Lumières qui sont différentes des Lumières françaises, hein, même si bien entendu il y a de nombreux points communs, et même si évidemment à l'époque les relations sont nombreuses entre les auteurs hein, de toute l'Europe. Mais lui, c'est à la fois quelqu'un qui a reçu cette éducation politique corse et quelqu'un qui a reçu une éducation des Lumières. Il a été disciple de Genovesi, hein, qui est un des poids lourds des Lumières italiennes, hein, Antonio Genovesi. Antonio Genovesi, qui lui-même a été le disciple de Giambattista Vico. Hein. Alors lui, c'est un super poids lourd des pré-Lumières italiennes. Hein. Giambattista Vico, on dit en français, il est connu dans l'université française, à la différence de Genovesi, qui ne l'est pas trop. Mais il est connu, il a été traduit par Michelet. Et Giambattista Vico est aujourd'hui toujours extrêmement célèbre, et même certains en font le précurseur de la pensée complexe, donc de choses qui sont extrêmement actuelles. Alors voilà un petit peu le milieu dans lequel a évolué Paoli, et lorsqu'il va construire son régime, hein, donc à partir de 1755, eh bien il va falloir qu'il fasse la synthèse de tout cela. Alors d'un côté le fil italien, je le disais, et puis de l'autre aussi, l'argumentation qui avait été déployée par les théologiens, hein, mais qui sont évidemment aussi des politiques, puisque c'est indissociable à ce moment-là, les théologiens corses. Ah, il faut que je change de micro? Ah, d'accord. Ça va mieux comme ça. Un, deux. Ouais. Ça va mieux comme ça, hein? D'accord, parfait. Alors, oui, j'étais en train de dire que au moment où il va construire son régime, donc il va bien entendu reprendre les discours des justificateurs corses, hein, ceux qui avaient argumenté depuis le début de la Révolution corse, depuis 1729. Alors, ces justificateurs, bon, ils justifiaient quoi? Ils justifiaient l'insurrection contre Gênes. Et pourquoi fallait-il justifier l'insurrection? Simplement parce que à l'époque, eh bien, c'est encore la théorie de droit divin qui domine l'Europe. Se révolter contre le prince, fût-il une république comme à l'espèce, mais se révolter contre les dirigeants politiques, c'est se révolter contre Dieu. Et donc il faut une argumentation théologique qui permette de rassurer à la fois les autres princes européens, et également le Saint-Siège, hein, puisqu'il faut essayer de ne pas se mettre à dos donc, les autres forces politiques de l'Europe. Et donc il va y avoir une argumentation politique et théologique très forte, très fine, qui va être développée, qui va être tout à fait explicite à partir de la fameuse consulte des théologiens de Retz en 1731. Et donc on va se fonder essentiellement, hein, pour aller vite, sur Thomas d'Aquin, et sur sa théorie sur la tyrannie d'usurpation et la tyrannie d'exercice. Hein. Alors, simplement en deux mots, la tyrannie d'usurpation, c'est lorsque quelqu'un s'empare du pouvoir par la force et qu'il n'a pas de droit pour exercer le pouvoir. Ça, c'est usurpation. Tyrannie d'exercice, c'est un prince qui, au départ, a un titre, mais qui ensuite, par sa manière de gouverner, eh bien, se montre indigne, hein, donc d'avoir ce statut. Et donc, ce que nous disent Thomas d'Aquin et ses successeurs, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, on peut se débarrasser du prince devenu tyran. Et donc, cette théorie est très intéressante. Elle est reprise par les Corses, qui vont d'ailleurs un petit peu la transformer en quelque sorte, hein, tout en ne le disant pas, hein, parce qu'ils vont faire semblant d'appliquer à la lettre, je dirais, les préceptes de Thomas d'Aquin et de ses successeurs, comme Suarez, mais en réalité, ils vont la transformer. Ils vont simplement prendre une doctrine qui est en fait fondée sur la théologie, puisque jusqu'alors, un prince n'était considéré comme tyran que pour des raisons d'ordre religieux, alors que les Corses ne vont pas prétendre que les Génois sont devenus tyrans parce qu'ils sont en train de fomenter un schisme. Hein. Non, ce sont des reproches tout à fait laïques, séculiers,
que les Corses font aux Génois. Hein. Ils leur reprochent de mal administrer la justice, ils leur reprochent de prélever des impôts démesurés, ils leur reprochent de ne pas délivrer l'éducation aux Corses comme il le faudrait. Donc en fait, ce sont des reproches d'ordre séculier. Et c'est là qu'il y a quand même, je dirais, quelque chose de tout à fait nouveau hein, qui est mis en œuvre par ces théologiens corses, parce qu'en fait, ils transforment une doctrine qui avait vraiment des fondements religieux, hein, c'est un peu l'affaire de Jacques Ier d'Angleterre, donc là on est vraiment dans la religion, et puis eux ils appliquent ça à des reproches séculiers. Enfin, toujours est-il qu'ils mettent en place une argumentation très fine, très très fondée, je dirais, notamment vous avez cela dans le Dizingan de 1736, hein, et puis vous allez avoir aussi pendant la période de l'État paolien le texte de référence et la justification, et là vous avez exactement la même doctrine hein, qui est reprise de manière peut-être sans doute plus élaborée. C'est un texte, je crois, de plus grande qualité, mais la doctrine est rigoureusement la même de ce point de vue-là. Alors là, il y a la justification donc de la révolte et de la révolution, et donc finalement eh bien, de la sécession hein, donc, par le gouvernement corse. Et bien entendu, le conflit avec Gênes va continuer, mais Paoli organise un véritable gouvernement. Puis alors après, il y a tout ce qu'il a appris, hein, parce que c'est un homme des Lumières, il a reçu, je le disais, son éducation à Naples, et il va le mettre en pratique. Alors, sur la question religieuse, il est toujours entouré de prêtres, hein, et de prêtres qui ne sont pas seulement des prêtres, mais qui sont généralement des professeurs d'université en Italie, mais pas seulement en Italie, y compris dans les grandes universités espagnoles, hein, Valladolid, Salamanque, Alcalá, hein, donc Universidades Mayores. Donc ce sont vraiment des théologiens de haut niveau, hein, ce sont des professeurs de haut niveau qui entourent Paoli. Hein. Commencer d'ailleurs par le recteur de l'université qu'il fondera très rapidement, hein, donc le père Mariani, hein, donc, qui est quelqu'un d'un niveau extrêmement élevé hein, sur le plan intellectuel et universitaire. Alors, donc, il est entouré donc, de prêtres, mais il va mettre en place une démarche de sécularisation. Bon, évidemment, ça c'est les Lumières, c'est cela essentiellement. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter d'empiétement de l'Église sur l'action de son gouvernement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident au moment où ça se produit. Mais en même temps, c'est dans l'ambiance des Lumières, hein, des Lumières européennes de manière générale. Donc, il ne va pas accepter d'empiétement, il va être très rigoureux à cet égard, voire agressif parfois à l'endroit de certains évêques, mais il va cependant avoir une attitude très différente de celle qui sera plus tard celle des conventionnels français, en ce sens qu'il n'y aura pas d'attitude anti-religieuse. Hein. Et dans le même temps, eh bien, il écrit au pape pour lui dire la Corse a la chance d'être dans le giron de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et donc, il demande même que le Saint-Siège envoie un visiteur apostolique, ce que le Saint-Siège va faire, aux grandes dames des Génois qui vont y voir une forme de reconnaissance. Et c'était une forme de reconnaissance de l'État corse, hein, bien sûr, qui est considéré comme bien sûr une démarche rebelle par les Génois. Alors, vous voyez cette démarche de sécularisation, mais sans éjection du fait religieux, sans démarche anticléricale, c'est-à-dire une démarche qui doit conduire à ce qu'on appelle aujourd'hui une laïcité, mais une laïcité à l'italienne en quelque sorte, hein, sachant que les Lumières italiennes sont beaucoup moins anticléricales de manière générale que ne l'ont été les Lumières françaises. Hein. Il y a aussi des auteurs anticléricaux en Italie, mais globalement ça ne domine pas. Donc, voilà un petit peu la démarche de Paoli, et en cela, c'est vraiment une démarche italienne de sécularisation. Ensuite, il y a quelque chose de très important pour lui, et qui nous paraît tout à fait naturel à nous, je dirais, femmes et hommes du XXIe siècle. Et c'est quelque chose qui n'était pas évident du tout à l'époque, à savoir que l'éducation doit être délivrée et garantie par l'État. Alors ça, c'est quelque chose qui est débattu pendant toute la période antérieure à l'État paolien, hein,
entre révolutionnaires corses, justificateurs et génois, responsables génois, notamment Giustiniani, hein, lorsqu'il y a la polémique entre Corse et Gênes. Parce que les Génois, qui eux-mêmes n'ont pas d'université, se demandent un petit peu, mais ces Corses, pourquoi ils veulent l'université? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils sont pauvres et nous sommes riches et ils veulent avoir plus que nous. Mais bon, il est vrai que Gênes était tourné vers d'autres intérêts que les intérêts intellectuels donc, qui étaient mis en avant par les Corses à ce moment-là. Alors, Paoli, lui, va avoir aussi reçu indirectement, hein, par l'intermédiaire de Genovese, il va avoir reçu les leçons de Giambattista Vico. Et Giambattista Vico, homme des Prélumières, est sans doute l'un des premiers, si ce n'est le premier penseur à élaborer la doctrine selon laquelle c'est l'État qui doit créer l'université et non plus l'Église. Dans la tradition médiévale, c'est l'Église, et puis évidemment on est au XVIIIe, mais c'est toujours l'Église. Et donc Giambattista Vico, lui, théorise tout cela et va dire devant ses étudiants à Naples que l'université de Naples doit former les cadres de l'État napolitain, et elle doit effectivement être au service et organisée par l'État. Donc ça, c'est une idée très nouvelle à l'époque de Giambattista Vico. Et en fait, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Paoli va créer une université d'État, avec des prêtres, certes, hein, puisqu'il y aura beaucoup de prêtres, mais il y aura des enseignements comme la philosophie. C'est pas du tout évident à l'époque, hein, parce que ça peut sentir le soufre à certains égards. En tout cas, vu de certains points de vue, cela peut être effectivement inquiétant. Donc, Paoli, là aussi, va avoir une attitude tout à fait novatrice, puisqu'il va considérer que l'université qu'il va créer, donc en 64, que cette université doit servir à former les cadres de la nation et doit être contrôlée par l'État. D'ailleurs, il va lui-même à l'université au moment des examens, donc il y a un tirage donc, des sujets, donc, et il est très présent. Donc c'est très important pour lui. Un historien, Franco Venturi, un historien important italien, a dit que pour Paoli, c'était la prunelle de ses yeux, hein, donc l'université. Hein. Ça reste d'ailleurs, je crois, pour tous les politiques d'aujourd'hui, l'université reste la prunelle de nos yeux. Même pour ceux qui n'y enseignent pas. Je reviens donc au XVIIIe siècle et à cette façon pour Paoli donc de concevoir la laïcité, je l'ai dit, enfin ou en tout cas une sécularisation, hein, donc ce que nous appellerions nous laïcité. Et c'est pas une laïcité de combat comme on dit aujourd'hui en France. Hein. C'est une laïcité différente, plus je dirais mesurée. Donc l'enseignement comme un devoir de l'État, hein, ça c'est très important également. Et puis alors, vous allez avoir la démarche constitutionnelle donc, de Paoli, hein, donc le constitutionnalisme paolien. Alors, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau en Corse, hein, puisque cela a été montré, notamment par le doyen Coppolani, qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui. Il y avait la constitution du roi Théodore, donc, hein, 1736, qui déjà peut être considérée comme une démarche pleinement constitutionnelle au sens où nous l'entendons aujourd'hui, hein, au sens moderne du terme. Mais Paoli va effectivement donc l'affirmer, affirmer qu'il y a une constitution qui va s'imposer, y compris au gouvernement. Et ça, c'est le critère moderne, en fait, hein, de la Constitution. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement, l'administration, sont soumis eux-mêmes à une Constitution, à un texte fondamental. Et cela est dit tout à fait de manière explicite dans le préambule de la Constitution de Paoli en 1755. Alors, ce préambule ne dit pas que cela. Alors, ce préambule, c'est un texte remarquable, de 6 lignes manuscrites, donc c'est court, mais on y trouve un concentré d'innovation. Et c'est véritablement incroyable de voir comme ces innovations interviennent, je dirais, à travers cette loi fondamentale, tout à fait naturellement, hein, comme si elle sortait de l'esprit de Paoli, mais en réalité, il y a eu quand même une longue maturation, y compris en dehors de
de son esprit, hein, donc puisqu'il y a des choses qui ont été faites avant. On a aussi, c'est vrai qu'on ne prête corrige, mais parfois on dit, Paul il a fait ci, il a fait cela. Parfois c'est pas lui. Hein. Par exemple, le vote des femmes, peut-être qu'on y reviendra, mais enfin, le vote des femmes c'était bien avant. Hein. Les femmes, chefs de famille, bon, bien entendu, dans certaines conditions, c'était pas le vote de toutes les femmes. Mais ça n'est pas Paul, hein, contrairement à ce qui est dit souvent, c'est bien avant. Hein, donc, c'est quelque chose de très intéressant qui va être maintenu et renforcé par Paul. Donc, et la démarche démocratique est quelque chose de très important. Alors, cette démarche démocratique, précisément, on la trouve dans ce préambule. Dans ce préambule, on trouve donc, je l'ai dit, la notion même de constitution, explicitement. Constitution s'imposant au gouvernement. Cela est dit de manière tout à fait explicite, à travers, je dirais, une phrase. D'ailleurs, nous en avions discuté avec le doyen Coppolani qui avait attiré notre attention sur en fait ce qui semblait être une traduction erronée donc dans un ouvrage de Dorothy Carrington, parce qu'on lit souvent la traduction en français. Alors, la traduction qui est donnée, c'est assurer la félicité de la nation en transformant, il y a le mot le verbe transformer, en transformant le gouvernement en une constitution, ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Hein. En réalité, ça n'est pas transformer, c'est riducere dans le sens de réduire, surtout de soumettre. Donc c'est soumettre, alors là, il faut faire un peu de philologie sans doute et retrouver les dictionnaires du XVIIIe siècle, les dictionnaires italiens du XVIIIe siècle, et on se rend compte que le mot riducere, réduire, mais a aussi le sens de soumettre. Alors en fait, il est bien question, de manière tout à fait explicite, de soumettre le gouvernement de la Corse à une constitution. Alors ça, c'est vraiment, vraiment le critère de la constitution dans son sens moderne. Hein. Et ça, c'est très important. Très important. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est dit par le préambule. Donc, la notion de constitution au sens moderne. La notion de démocratie, alors je le disais simplement deux mots sur cette démocratie, c'est la création de la diète qui est l'émanation du suffrage. Donc ça, c'est l'élément démocratique. Alors, c'est vrai que la constitution de Paoli consacre le système mixte, hein, donc, qui a été théorisé depuis fort longtemps, Aristote, Thomas d'Aquin, Machiavel, donc le gouvernement mixte avec une part de démocratie, une part d'aristocratie et une part de monarchie. Hein. Et c'est aussi, je dirais, un élément fort du républicanisme classique, hein, théorisé, je le disais, par Machiavel. Donc, dans la constitution de Paoli, la diète, c'est l'élément démocratique, le Conseil d'État, c'est l'élément aristocratique, et le général de la nation, le chef d'État, c'est l'élément monarchique. Donc on est vraiment dans le cadre du républicanisme classique à cet égard. Et donc aussi d'une démocratie, ce qui est une innovation. Pourquoi ? Parce que par rapport au modèle initial de Paoli, qui est le républicanisme italien, et Gênes, qui est une république, eh bien, la différence majeure, c'est que l'on passe d'une république patricienne, aristocratique, comme Gênes ou Venise, à une république démocratique. Donc ça, c'est quand même une innovation qui est digne d'être mentionnée, hein, et c'est très très important. Donc vous avez cet aspect donc démocratique qui apparaît dès le préambule avec donc l'institution de cette diète. Bon, la diète qui étant l'antique consulta rebaptisée, si vous voulez, hein, puisque bon, la consulta, effectivement, il y a une tradition donc, qui est extrêmement ancienne à cet égard. Donc, il y a l'élément démocratique. Alors, vous trouvez aussi le mot liberté. Alors, le mot liberté, ayant reconquis sa liberté, le peuple corse ayant reconquis sa liberté, non pas conquis, mais reconquis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une donnée de droit naturel, la liberté pour un peuple. Hein. Donc on est dans cet état d'esprit. Hein. Voilà. Donc le peuple corse a reconquis sa liberté. Le mot liberté, effectivement, on le trouve quasiment à toutes les pages des documents des justificateurs, notamment de la justification, du Desingano, libertà, libertà, libertà. C'est le maître mot de la révolution corse, comme le mot égalité sera le maître mot plus tard de la Révolution française. Donc liberté, égalité,
ces deux slogans qui sont à la fois complémentaires mais différents caractériseront, alors pour le mot égalité, la Révolution française et puis plus tard la Révolution russe, bien plus tard. Liberté, ben oui, liberté c'est la Révolution américaine aussi, hein, donc, et c'est la Révolution corse, bien avant toutes ces révolutions d'ailleurs. Hein. Ce que je dis, c'est un peu schématique, hein, parce qu'effectivement, l'égalité est revendiquée par Paoli, qui le dira explicitement, l'égalité ne doit pas être un vain mot. Mais si on ne répète pas égalité à toutes les pages des documents, c'est aussi parce qu'on estime que l'égalité va un peu de soi. Et d'ailleurs, Paoli se refusera résolument à créer une noblesse. Et il va dire l'égalité est la chose la plus souhaitable qui soit. Et il ne voudra pas donc créer un ordre de noblesse malgré les sollicitations dont il sera l'objet à cet égard. Bien, mais la liberté, effectivement, on le trouve dans le préambule de la Constitution, mais on le trouve un peu partout pendant la Révolution de Corse, et y compris bien sûr pendant l'État paolien. Oui, c'est le maître mot de la Révolution avant Paoli et pendant la période paolienne. Alors, démocratie, liberté, la notion de constitution au sens moderne, la notion de nation au sens moderne. Alors, pourquoi au sens moderne? Parce que le mot nation existait, hein, donc c'était, voilà, il désignait un ensemble des natifs ou des originaires d'un territoire. Bon, ça, évidemment, c'était quelque chose de connu depuis fort longtemps. À partir du XVIIIe siècle, pas seulement en Corse, mais un peu partout en Europe, le mot nation va représenter à un moment donné donc une communauté, une collectivité qui va avoir donc une volonté commune et un destin commun. En fait, la nation, c'est l'opératrice de ce destin commun. Ça, c'est le sens moderne, hein, du mot nation, celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Et on trouve dans le préambule la nation dans ce sens-là. On trouve d'ailleurs le mot nation dans ce sens-là dès le procès-verbal de la consulte de 1731. Donc là aussi, ce n'est pas Paoli qui l'invente, Paoli le reprend, mais c'est vraiment une idée qui a cheminé pendant toute la Révolution de Corse. Alors est-ce que les Corses ont inventé la nation au sens moderne? Bon, ça c'est une question à laquelle le philosophe Marcel Conche, qui est sans doute le philosophe français vivant aujourd'hui le plus prestigieux et le plus important, Marcel Conche dit que oui, il n'est pas corse. Il faut être prudent à cet égard. Certains disent il y a certainement eu une invention au même moment de cette notion, hein, par plusieurs peuples. C'est possible aussi. Hein. Je serais incapable pour ma part de répondre à cette question. Toujours est-il que les penseurs corses ont eu à cet égard je dirais, une attitude particulièrement précoce. Hein. Voilà, au minimum. Et peut-être même qu'ils sont les premiers à avoir envisagé, je dirais, le concept de nation de cette façon-là. Alors, la nation, je l'ai dit, la liberté, la démocratie, la Constitution, il y a le droit au bonheur. Assurer la félicité de la nation. Hein, c'est ce que vous lisez dans la félicité, le bonheur de la nation, ce que vous lisez dans le préambule de 6 lignes. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce que le bonheur, dans un texte constitutionnel, nous connaissons aujourd'hui, parce que notamment dans les textes constitutionnels américains, ça y est. Et puis Saint-Just a dit à un moment donné, le bonheur est une idée neuve en Europe. Donc on sait bien que c'est au XVIIIe que ce genre de choses se sont jouées. Sauf qu'au moment où Paoli l'écrit, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et au moment où Saint-Just dit le bonheur est une idée neuve en Europe, eh bien, c'est bien longtemps après la mention par Paoli de la félicité de la nation dans son préambule constitutionnel. Donc là, vraiment, il y a une antériorité qui ne fait pas de doute. Alors, il y a un auteur qui a travaillé sur ce sujet, c'est le professeur italien Antonio Trampus, hein, donc, qui a même écrit un livre entier sur la notion de bonheur, hein, donc au sens juridique et constitutionnel. C'est quelque chose d'ailleurs qui préoccupe toujours les Américains, qui continuent à travailler sur cette question. C'est très intéressant. Et là, Paoli, c'est vrai, a été sans doute un précurseur, hein, de ce point de vue-là. J'en viens à la dernière notion dont je voulais vous parler, qui est présente dans ce préambule, hein, décidément dans 6 lignes, il y a beaucoup de choses qui sont dites, c'est la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Alors nous connaissons là aussi
nous parlons du XXIe siècle, hein, donc nous connaissons cela. C'est une idée qui s'est imposée au moins théoriquement dès le début du XXe, on pense à Wilson notamment, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit forcément bien appliqué partout, parce que l'exemple catalan est là pour nous rappeler qu'entre la théorie et la pratique, c'è abra dega, c'è grama dega, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais toujours est-il que au moment où Paoli écrit cela dans son préambule constitutionnel, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et si vous avez la curiosité d'aller chercher le mot autodétermination dans l'encyclopédie Universalis, qui est évidemment une très belle encyclopédie, faite avec beaucoup de soin et de sérieux, vous pouvez lire dans un article qui lui est consacré à cette notion que la première fois que cette notion a été mise en évidence, c'est lors des révolutions françaises et américaines et françaises. Et c'est faux. C'est radicalement faux. Si les mots ont un sens, il suffit de lire le préambule constitutionnel de Paoli pour se rendre compte que bien avant la Révolution française et bien avant la Révolution américaine aussi, eh bien, il y a un petit peuple de Méditerranée qui a affirmé le droit à la libre détermination des peuples. La diète générale du peuple corse, légitimement maître de lui-même, c'est une donnée de droit naturel. Voilà ce que dit le préambule constitutionnel. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses dans ce préambule et de manière générale, il y a beaucoup de choses dans le républicanisme paolien, beaucoup de choses extrêmement novatrices à l'époque et qui nous occupent encore aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de laïcité, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est même d'une actualité brûlante aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la démocratie, ah oui, cette démocratie qui se cherche encore aujourd'hui, que l'on croit parfois avoir trouvée, et puis qui est remise en cause, et qui est même menacée, y compris au sein même de notre Europe, qui est notre maison commune. Donc la notion de démocratie, la notion de république, bien sûr, alors même si Paoli, le républicanisme, il n'en parle pas dans ces termes-là. Bon, pourquoi? Bon, l'explication est tout à fait simple, c'est simplement que la République, dans l'esprit des Corses de l'époque, c'est la Sérénissime de Gênes, et donc l'ennemi. Donc on va continuer à parler du royaume de Corse, sauf que ce royaume n'a pas de roi, ni de reine. Oui, la Vierge Marie, mais bon, elle ne vient pas siéger donc avec le gouvernement. Et donc, en fait, il s'agit plutôt d'une fiction politique ou juridique, mais qui n'a pas été inventée par les Corses pour le coup, puisque les Florentins, au XVIe, à un moment donné, rétablissent leur république, première moitié du XVIe, et déclarent que Jésus-Christ est le roi de Florence. Donc, vous voyez qu'une république peut avoir un roi, à condition, bien entendu, que ce ne soit pas un roi de chair et de sang qui viendrait donc imposer sa volonté. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'ont fait les Corses, ça n'est rien d'autre que ce qu'ont fait les Florentins bien avant. Mais c'est une république. Alors, cette république, elle est très novatrice. Elle est une république, je l'ai dit, démocratique. Elle a tous les attributs que je disais à l'instant et qui sont mentionnés notamment dans le préambule. J'oserais dire qu'elle est féministe. Alors, elle est féministe. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas Paoli qui a inventé le droit de vote pour les femmes en Corse. Il y a des documents qui établissent qu'au XVIe, déjà, c'était tout à fait répandu. Encore une fois, les femmes chefs de famille. Paoli va le maintenir. Paoli va d'ailleurs, de manière générale, approfondir la démocratie, puisqu'il va y avoir une loi imposant le scrutin secret. Et il y a même des procès-verbaux qui font état, donc, dans les années 60, qui font état donc, de la présence de l'urne. Donc, c'est un approfondissement de la démocratie. Mais sur la question du féminisme, je trouve que c'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a eu un rebondissement bien après, pendant une période aussi qui est une période importante pour la Corse, qui est celle de sa libération en 1943. En 1943, la Corse est le premier territoire libéré. Et on va commencer par chasser les maires qui avaient été installés par Vichy et par procéder à des élections. Ben oui, c'est la base en 1943. Et au moment où ces élections vont être organisées par les Corses nouvellement libérés, eh bien,
il y a des débats qui ont lieu au sein du Conseil national de la résistance, de l'autre côté de la mer, et notamment sur le droit de vote des femmes. Alors, à ce moment-là, donc, De Gaulle, qui y était tout à fait favorable, est un petit peu indécis parce qu'il y a une forte hostilité des radicaux. En fait, les radicaux ont simplement peur que les femmes votent comme le curé leur demande de voter. Voilà. Et c'est pourquoi les radicaux sont hostiles au vote des femmes à ce moment-là. Et De Gaulle est en train de se demander si finalement il va pouvoir mettre cette idée à exécution. Et donc il y a une incertitude. Et les Corses, lorsqu'ils se libèrent en 1943, vont, sans rien demander à personne, de leur propre autorité, décider que les femmes sont non seulement électrices, mais éligibles. Et cela va être remarqué, notamment dans les journaux de la Résistance et les journaux suffragistes, qui vont en faire des titres et qui vont dire, voilà, les Corses ont montré la voie. Effectivement, en 1945, eh bien, les femmes pourront voter, hein, et c'est la décision qui aura été prise. Mais les Corses, et il y a des études qui ont été faites, hein, sur ce point-là, qui trop discrètes à mon avis. Il faudrait peut-être leur donner plus d'évidence, hein, parce que c'est vraiment important. En fait, les Corses ont joué un rôle, y compris dans la décision qui a été prise à la Libération de faire voter les femmes. Eh bien, ça existait, c'est vrai, dans cette république paolienne qui était démocratique, qui a été laïque, qui était également largement fondée sur l'éducation et sur l'éducation comme un devoir de l'État. Une république qui était aussi, je l'ai dit et je crois pouvoir l'affirmer sans anachronisme, une république féministe aussi. Elle avait aussi cette qualité. En tout cas, c'est ainsi que nous le considérons donc cette évolution et les décisions qui ont été prises dans cette époque qui n'est pas si reculée parce que le 18e, c'est hier. Hein. Et vous voyez, je parlais de rebondissement. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais bien sûr qu'aujourd'hui encore, le paolisme et le républicanisme paolien ont des choses à nous dire. Alors, bien sûr, sur la laïcité, beaucoup de choses à nous dire. Au moment où certains pays d'Europe cherchent leur voie, y compris la France, puisqu'il y a une forte discussion, parfois des polémiques à ce sujet. Donc nous pouvons également nous intéresser à ce que nous avons été. Alors la question, ce n'est pas de reproduire à l'identique le républicanisme paolien aujourd'hui au XXIe siècle, bien sûr que non. Mais l'idée, c'est quand même de voir ce qui a été fait chez nous et de voir ce que cela peut donner aujourd'hui, que de s'en inspirer, en tout cas partiellement, en tout cas pour ceux qui nous intéressent, et en écartant résolument ceux qui ne nous intéressent pas. Ah ben oui, mais dans la Constitution de Paul, il y a aussi des mesures extrêmement énergiques s'agissant du droit pénal. Personne n'a envie de rétablir la peine de mort. Enfin, en tout cas, ça n'est pas mon cas. À l'époque de Paul, il y a aussi la torture. Vous voyez, il faut savoir examiner aussi une période sans anachronisme. Hein, bon, et une torture qui parfois est même revendiquée dans les textes officiels. Hein, et même pire. Hein, donc, dans le Dizingan, on lit par exemple que tel prisonnier a été découpé en quartiers. Hein, vous voyez, et oui, dans le Dizingan, dans les Raguali plutôt, hein, dans le journal officiel. Hein, dans le journal officiel, vous avez des articles qui finalement revendiquent, y compris des traitements qui aujourd'hui nous paraîtraient tout à fait inhumains. Mais nous sommes au cœur du XVIIIe siècle. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de peindre en rose cette période qui est une période extrêmement dure en Corse comme ailleurs, mais simplement de se demander si les ferments qui nous viennent de cette époque-là ne peuvent pas donner quelque chose aujourd'hui. Voilà. Et sans doute, dans certains cas, eh bien, nous pouvons être inspirés et nous pouvons considérer comme un viatique le préambule de la Constitution de 1955 et l'attitude qui a été celle de Paul à de nombreux égards. Je terminerai par un exemple. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, 2 ans, il y a un navire qui passait donc près des côtes de Corse avec des migrants en difficulté. Et on nous disait que sur ce navire, il y avait trop de passagers, que la destination prévue, Valence, était très loin, très lointaine. On nous disait également qu'il allait falloir que ce navire affronte une tempête, enfin, en résumé, que les risques étaient grands qu'un drame survienne. Et il y a eu à ce moment-là des positions, notamment des responsables
de la Corse, hein, démocratiquement élu. Il y a eu aussi une position différente de l'administration d'État en Corse. Et puis il y a eu un débat entre Corses, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'était pas d'accord, hein, avec ce qu'avaient proposé les autorités de la collectivité, c'est-à-dire que l'on porte secours. Mais si l'on avait dû s'inspirer de ce qu'avait fait Paoli au XVIIIe siècle, lorsque les bateaux tunisiens connaissaient des avaries sur les côtes de Corse, eh bien, nous aurions eu un début de réponse. La réponse, c'est celle que nous dicte notre part d'humanité, qui doit être toujours la plus large possible. Alors voilà comment, y compris au quotidien, dans la politique et dans la manière de gérer les affaires publiques, comment le paolisme peut nous inspirer encore aujourd'hui. Alors, le préambule, bien sûr, mais également tout ce qui entoure cette aventure considérable qui a été la Révolution de Corse et la constitution d'un corps de doctrine et de pratique, parce qu'il y a bien sûr la théorie, mais il y a aussi la pratique. C'est toujours très important de voir comment les idées sont mises en pratique. Encore une fois, sans vouloir faire de cette période ce qu'elle n'est pas, à savoir une période de félicité complète, parce que ça n'est pas vrai. Hein, donc, je crois qu'il ne faut pas dire, comme le disent beaucoup de nos contemporains, c'était mieux avant. Hein. Donc Michel Serres a fait un petit livre très amusant là-dessus. Il a dit « C'était mieux avant, mais ça tombe bien parce qu'avant j'y étais, parce qu'il était quand même assez âgé lorsqu'il a écrit ce livre. Avant j'y étais, c'était pas mieux. Non, ça n'était pas mieux avant, ni lorsque nous étions plus jeunes, ni lors des siècles précédents. Mais ce qui s'est passé avant peut continuer à nous inspirer pour faire mieux qu'avant. » A ringraziarvi. Merci Jean-Guy pour cet exposé qui, comme prévu, a égrené quelques notions que l'on peut remettre dans l'actualité, réfléchir. 2 siècles ont passé, comment aborder la laïcité, comment aborder les solidarités méditerranéennes, etc. Comment approcher un certain nombre de préceptes aujourd'hui. Voilà, donc il y aura sans doute des réactions. Et le micro est d'ores et déjà ouvert pour les premiers inscrits. Je les prends et je donne le micro. Toujours la première partie qui coûte. Notre collègue doyen Copolani, comme l'appelle si bien Jean-Guy. On est doyen à vie, alors bon, c'est gentil, mais... Et oui, puis c'est ma faculté, c'est pas la tienne, mais c'est vrai. Oui, associé en droit, hein, un juriste. Hein. Oui, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais on pourrait en ajouter encore des innovations. Et c'est bien que l'on aborde l'étude de Paul sous cet angle-là, parce que jusqu'ici, on ressasse des qualités qu'aurait Paul, des mérites qui souvent ne sont pas exactement les mérites qu'il a. Hein, vous évoquiez par exemple le droit de vote des femmes, on se gargarise avec ça. C'est pas exactement ce que l'on dit d'habitude. Il y en a même, j'ai entendu l'autre jour sur Via Stella que dans la Constitution de Paul, il y avait le droit de vote des femmes. Il faut chercher. Il n'y a pas une ligne sur le droit de vote des femmes. On se gargarise aussi avec la séparation des pouvoirs. Or, ça ne disqualifie pas une constitution que de ne pas avoir une séparation des pouvoirs. Et on veut voir dans la constitution de Paul une séparation des pouvoirs qui n'est pas vraiment organisée. C'est une séparation des fonctions. Mais quand le chef de l'État vient présider la Diète, donc l'organe législatif, ou qu'il préside le Conseil suprême, hein, le Supremo Consiglio di Stato, qui est aussi la Cour suprême de justice, c'est pas vraiment la séparation des pouvoirs telle qu'on l'entend. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'une séparation des pouvoirs pour qu'une constitution soit une constitution moderne. Ce n'est pas un critère. Hein. Une de mes collègues de Paris, qui n'est pas corse, elle a défini dans son livre pour les étudiants de première année la constitution moderne comme la loi suprême que se donne un peuple libre. Et la constitution de Paul correspond, ne fût-ce que par le préambule, à cette définition. Mais parmi les innovations, il y en a une dont on pourrait parler, c'est celle qui procède du 2e paragraphe de la Constitution de Paoli, celui qui s'intitule, de façon un peu trompeuse, de la diète, hein,
qui en fait organise sur la base du vieux système du syndicamento, hein, vous en avez parlé la dernière fois, le vieux système du syndicamento que l'on méprise trop souvent. Même Dorothy Carrington dit il avait utilisé pour ça le vieux système du syndicamento. D'accord, mais il a transformé complètement le vieux système du syndicamento. Il en a fait quelque chose qui finalement annonce quelque chose qui est très, très neuf, et qui est inséré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le constitutionnalisme latin que développent certains constitutionnalistes italiens, mais surtout des constitutionnalistes sud-américains, et il développe ça contre le constitutionnalisme anglo-saxon, le constitutionnalisme yankee, disent certains d'ailleurs, hein, ils sont opposés à cela, parce que là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un contrôle du gouvernement, mais un contrôle beaucoup plus important que celui du constitutionnalisme anglo-saxon. On ne fait pas que renverser un gouvernement quand on n'est pas content de ce qu'il fait. On contrôle véritablement tous les agents du pouvoir. Et c'est un système qu'on retrouve dans certaines constitutions sud-américaines aujourd'hui. C'est très innovant puisque c'est un mouvement qui s'est développé depuis une quarantaine d'années. Donc il n'y a pas que... on voit bien qu'on peut trouver en creusant. J'avais demandé il y a quelques années à quelqu'un de faire une thèse. Et puis il a abandonné. Il a trouvé un emploi et voilà. il a abandonné la thèse. Mais sinon, il y avait beaucoup à faire sur les idées reçues et les mérites réels de cette... les innovations justement de ce constitutionnalisme de Paoli. Et un détail que je vais ajouter en terminant, sur le royaume. Moi je crois qu'il n'y a pas que le fait, c'est vrai qu'on ne veut pas être une république comme l'ennemi, bon c'est vrai qu'il ne fallait pas avoir l'air de ressembler aux Génois que l'on combattait. Mais il n'y a pas que ça. Au XVIIIe siècle, et même au XVIIe, être une république, c'est mal vu. Pourquoi? Les républiques que l'on connaît en Europe à ce moment-là, elles sont déliquescentes, corrompues. La République de Venise n'a plus bonne presse. La République de Gênes ne cesse de décliner. Bon, etc. Et les républiques elles-mêmes veulent se présenter comme des royaumes. D'ailleurs, il n'y a pas que les Florentins qui s'étaient donné une divinité ou un personnage religieux comme roi dans le ciel. Les Génois l'avaient fait 100 ans avant les Corses. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Corses, en 1735, au lieu de prendre la Vierge Marie comme on le croit, ils ont pris une abstraction, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Hein. Donc c'est plutôt pour paraître sérieux dans le concert des nations. Ça faisait sérieux d'être un royaume. Et d'ailleurs, on voit bien, constamment, ils disent « Regno di Corsica »,« Regno di Corsica ». Même le commun des mortels ne dit pas « l'Isola di Corsica ». Ils disent « le Regno di Corsica ». Ils sont très fiers du royaume, hein, tout en étant très égalitaires, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, ça le rendra suspect, Paoli, sous le royaume anglo-corse. Il y a une lettre du vice-roi Elliot qui dit il parle toujours d'égalité, des senza calzoni et tout ça. Pour lui, c'est pas un contre-révolutionnaire. Hein. Il pense que c'est quelqu'un qui est dangereux de ce point de vue-là. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole et je rends le micro. Merci pour ces précisions. Peut-être une réaction, Jean-Guy. Je crois que ton micro doit marcher. Peut-être que... Oui, mais il vibre. Non, ça va pour le moment, mais le régisseur veille. Non, effectivement, donc sur la question du royaume, c'est vrai aussi qu'il y a une notion aussi de prestige associée à cela, et c'est vrai, y compris de sérieux, et que à ce moment-là, le mot république était malvenu, donc pour tout un ensemble de raisons. S'agissant du sindacato syndicamento, qui existait effectivement donc à Gênes, mais qui venait en fait de cette tradition républicaine italienne, hein, donc qui est même un des marqueurs du républicanisme donc classique, hein, donc qui a été notamment étudié par le professeur Viroli, hein, Maurizio Viroli. Ça, c'est vraiment considéré par je dirais les historiens spécialistes du constitutionnalisme, c'est considéré comme un marqueur, hein, vraiment du républicanisme italien. Et Paoli va non seulement le reprendre, alors sans dire qu'il le reprend à Gênes, mais bon, évidemment, Gênes, c'est le républicanisme classique italien. Donc, mais il va le développer. Et effectivement, ça, c'est avec une postérité en plus, ce que fait observer le doyen Coppolani. Oui, c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas... Aujourd'hui, des vieilleries bonnes pour le magasin des antiquités, parce que quand même, le contrôle des dirigeants, le contrôle des élus et de l'administration,
c'est quand même quelque chose qui, compte tenu de l'antiparlementarisme ambiant, de la défiance à l'égard du système, comme certains disent, bon, tout ça, ce ne sont pas des débats périmés, ce sont des débats d'une grande actualité. Et c'est vrai que ce qui a été fait à l'époque, bien sûr, encore une fois, il n'est pas question de le reproduire à l'identique, ça serait absurde, mais il est question quand même de se replacer dans l'évolution des idées politiques et de voir comment, aujourd'hui, on peut aussi en faire notre miel. Le micro est disponible. Peut-être pour meubler, moi, toujours une question qui me tient à cœur, on en discute souvent, Jean-Guy, c'est la laïcité. Dans quelle mesure notre laïcité, tu me dis si j'interprète un petit peu trop, la laïcité corse finalement, elle est une laïcité beaucoup plus ouverte, moins laïcarde, ce n'est pas une laïcité de combat. Est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours appliquer cette forme de laïcité aux Corses d'aujourd'hui, notamment aux enseignants, alors que quand même 2 siècles de culture française de laïcité, notamment chez les enseignants, sont passés par là, et que aujourd'hui le laïc, l'enseignant toujours notamment corse, est à mon sens le fruit d'un syncrétisme peut-être beaucoup plus tolérant que les plus laïcards des Français, mais en même temps le fruit quand même d'une grande culture de la laïcité qui est une des grandes valeurs aujourd'hui de la France. Je voulais avoir ton avis là-dessus pour peut-être ne pas être aussi tranché que ça dans ce qui a forgé aujourd'hui le peuple corse dans son parcours historique. Oui, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord, parce que là, moi, je parle de ce qui a été fait au XVIIIe et de quelle manière cela peut avoir encore des conséquences sur notre manière d'être aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres couches qui se sont ajoutées, et notamment la laïcité à la française a touché des générations et des générations d'enseignants, mais pas seulement. Hein. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la laïcité qui est appliquée en Corse de manière générale, c'est la laïcité française, mais avec des particularités qui lui viennent des couches profondes de notre culture. Mais effectivement, la laïcité d'aujourd'hui, en France, ailleurs, en Corse et dans le reste de l'Europe, la conception de laïcité que nous avons, tous les peuples qui composent l'Europe, cette conception, ou ces conceptions ont été déterminées par les Lumières telles qu'elles étaient structurées dans le pays considéré au XVIIIe siècle. En Italie, je disais que la laïcité, que les Lumières italiennes étaient moins anti-religieuses, largement moins anti-religieuses que les Lumières françaises. De fait, aujourd'hui en Italie, l'Italie est un État laïque quand même, on ne peut pas dire que ce ne soit pas le cas, mais aujourd'hui, ça ne choque personne qu'il y ait des crucifix dans les chambres d'hôpitaux ou dans les salles de classe. Cela peut arriver sans que cela ne soit véritablement, sans que cela ne fasse crier au scandale. Au Québec, jusqu'à il y a peu de temps, je crois qu'actuellement, il y a un débat là-dessus, il y avait donc un crucifix derrière le président de l'Assemblée nationale du Québec. Hein. Donc le président avait imaginez, en Corse, il n'a pas été question... La mairie de Bonifacio laisse une crèche. Alors la crèche est encore différente. Dans la mairie, Jean-Charles Orsucci tient à ce qui est... Je ne suis pas d'accord, moi, en plus. Jean-Charles Orsucci tient à ce qu'il y ait une crèche dans la mairie, par exemple. Oui, mais je pense que c'est quand même, disons que sur le plan symbolique, c'est quand même moins déterminant qu'un crucifix au cœur d'une assemblée délibérante qui représente la nation. Moi, je parle du Québec parce que c'était le cas. Et ça a été... Oui. Voilà, c'est une des... Bon, on sait très bien comment les choses ont évolué au Québec, malgré la Révolution tranquille qui a remis beaucoup de choses en cause. Mais bon, à un moment donné, nous sommes le produit d'une histoire et d'une évolution. Donc, effectivement... Et il y a eu les couches qui ont été, les nombreuses couches qui ont été apportées à notre culture depuis 200 ans, c'est vrai. Mais les couches les plus profondes, de temps en temps, affleurent. Et par exemple, lorsque tous les ans, à Ajaccio, les élus
donc, du conseil municipal, le maire en tête, vont renouveler les vœux à la Vierge de la Miséricorde. Donc c'est la fête de la Madonnouche, bien connue. Il y a tous les élus d'Ajaccio, mais tous les élus de Corse, tous les élus de Corse. Et il y a même le préfet qui est bien, la préfète ou le préfet qui est bien obligé de venir parce que sinon il sera à côté de l'événement et ce n'est pas possible. Alors je pense que j'observe un peu les choses tous les ans. En général, les membres de la préfectorale ont tendance à se tourner dans l'autre sens au moment où il y a les élus. Mais oui, mais parce que c'est complètement hérétique pour un républicain français. Je dirais, qui est dans son système, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, mais en même temps, c'est une particularité corse qui nous vient de l'histoire. Et tous les élus, y compris les élus qui sont athées, tous les élus se plient à ce cérémonial de bonne grâce. Et je crois que ça fait partie... alors, après, bien entendu que dans nos salles de classe, il n'y a pas de crucifix, bien entendu que dans nos chambres d'hôpitaux, et même que ça choquerait, y compris d'ailleurs les croyants, peut-être demain, parce que nous avons d'autres habitudes. Et oui, nous sommes le produit de toute une évolution. Donc, bien entendu, il n'était pas du tout dans mon propos de vouloir faire abstraction de tout ce qui s'est passé depuis le XVIIIe siècle, bien sûr. Et bien sûr que la laïcité française, alors la laïcité française qui est particulièrement énergique. Les chercheurs américains utilisent le mot de laïcité virulente. Bon, ça veut dire quelque chose. Je veux dire, ça veut dire que, y compris pour les Américains, ça a quand même une certaine. Alors, si je voulais être, je dirais, excessif peut-être, je dirais une certaine violence dans la. Bon, non, pas une violence, mais en tout cas une énergie très forte qui étonne certains peuples qui, pourtant, ne vivent pas dans une théocratie. Donc voilà. Ce sont des cultures qui sont différentes et qui sont le produit d'histoires différentes. Et nous sommes, et de ce point de vue-là, nous sommes entre la France et l'Italie. C'est-à-dire que, effectivement, les Lumières corses, ce sont les Lumières italiennes, très clairement. On a voulu faire de Paoli le disciple de Montesquieu. On n'est pas du tout sûr qu'il ait lu l'Esprit des lois avant de fonder son gouvernement. Il l'a lu ensuite, ça nous le savons. D'autant que Genovese y avait fait une traduction en italien. Mais donc je veux dire, bien sûr qu'il y avait ces échanges donc, à l'échelle de l'Europe. Mais en fait, bien sûr que Paoli n'est pas un disciple de Montesquieu. Paoli est d'abord un disciple des auteurs qu'il a fréquentés en Italie. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans les Lumières italiennes et dans les Lumières corses qui font partie des Lumières italiennes. Voilà. Mais depuis, il s'est passé des choses. Donc, nous sommes un petit peu entre les deux. Nous sommes entre les deux. Quant à Napoléon, parce qu'on n'a pas parlé, mais Napoléon Bonaparte. Mais, alors, lui, on en a fait le produit de la Révolution française, le produit de Rousseau. Mais attendez, Napoléon, il est d'abord le produit de la Corse. Son éducation politique, il l'a eue en Corse. Et lorsque l'on voit, y compris son action de chef de l'État, lorsque l'on voit ce qu'il a fait en matière religieuse, le Concordat, c'est ni plus ni moins que la laïcité donc à la manière de Paoli, c'est-à-dire ne pas accepter d'empiètement de l'Église sur les responsabilités, donc c'est-à-dire la séparation de l'ordre ecclésial et de l'ordre politique. Voilà, sans empiètement du religieux sur le politique, évidemment. Mais en même temps, ce n'est pas l'éjection du fait religieux. Et au moment où il signe le Concordat, les quelques vieux conventionnels qui sont dans son entourage conçoivent comme une abjuration ce Concordat. Ça, le mot abjuration n'est pas de moi, il est de Patrice Gagnifet dans son Bonaparte. Eh bien oui, ils sont très fâchés, les anciens conventionnels, parce qu'ils se disent, mais celui-là, il est en train de défaire tout ce que nous avons fait. Alors, pas tout à fait quand même. Parce qu'il y a quand même cette laïcité. Mais c'est une laïcité. La politique juive de Napoléon Bonaparte, mais elle a été contestée sur un décret qui, à un moment donné, a conduit certains juifs à perdre des créances. Bon. Mais globalement, et aujourd'hui,
la plupart des auteurs, ou une majorité écrasante d'auteurs, sont d'accord pour dire qu'il a eu un rôle en direction des Juifs qui a été particulièrement positif en ce qu'il les a intégrés à l'État. Mais l'intégration des Juifs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça aussi, la politique religieuse de Paul, c'est l'intégration des Juifs à l'État, mais de manière explicite. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Il y a la fameuse histoire du Juif de l'île Rousse. Donc, c'est au moment des élections, un certain Modigliani, qui venait de Livourne, qui est juif, se présente pour voter en disant « il paraît qu'on vote, mais moi je suis un citoyen, je vis ici, est-ce que j'ai le droit de voter ?» Bon, l'administration de Balagne se pose la question, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une question qui paraîtrait absurde, mais nous sommes au cœur du XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout absurde. Et donc, qu'est-ce que fait l'administration de Balagne? Eh bien, elle va simplement s'adresser au chef de l'État et Paoli va répondre par une formule majestueuse, comme il en a un petit peu l'habitude. En Corse, la liberté ne consulte pas l'Inquisition. Si c'est un honnête homme résident sur le territoire de la nation, il a le droit de vote. Donc ça, c'est vraiment l'intégration aussi. C'est ce que va faire ensuite Napoléon Bonaparte d'une certaine manière, c'est cette intégration des Juifs à l'État. Donc Napoléon, sur la question éducative également, Napoléon, réorganisateur de l'université française, il y a un article notamment de Jacques-Olivier Boudon sur le sujet, c'est exactement ce qu'a fait Paul, c'est-à-dire l'université contrôlée par l'État au service de l'État. Mais sur cette question, par exemple, la France est déjà bien engagée dans ce processus depuis au moins la Chalotais en 1767, où l'État se rend prépondérant sur l'éducation par rapport au roi et à la monarchie, y compris sous l'Ancien Régime. Il y a une évolution, mais je dirais que là, on parle de 1767. En Italie, lorsque Giambattista Vico écrit et déclare cela devant ses étudiants, c'est bien avant. Et Paoli, il est passé bien avant. Voilà. Donc je pense que, bien entendu, que c'était logique d'en arriver à la situation actuelle à cet égard, évidemment. Il y avait une logique. Et tous les peuples, ils sont parvenus d'une manière ou d'une autre. Reste que certains auteurs l'ont dit avant, sauf que certains politiques l'ont mis en œuvre avant. Bon, la Corse n'était pas en retard, quoi. Oui. Je vous en prie. Ça, on enregistre votre question. Mais moi, c'est juste une parenthèse. Moi, j'ai lu le livre de Caratini, c'est un historien. Paoli s'est entouré de la famille des Bonaparte, le père, la mère indirectement, qui a fait, avec Marbeuf, permis à Napoléon de faire son école militaire, etc. Bon, il est très dur envers ces gens-là. Et je crois que Paoli, après, a été dur avec eux. Il me semble que maintenant, on réhabilite, je dirais, dans les idées nationalistes, Napoléon. Ce qui me paraît assez nouveau. Toujours été, je suis pas un historien, mais avec l'âge, maintenant, j'écoute tout. Les uns et les autres. Alors, le plus dur avec le ralliement, le plus dur à l'égard du ralliement des parents de Napoléon Bonaparte à la France, et notamment par le truchement de Marbeuf. Le plus dur, c'est qui? C'est pas Paoli, c'est Napoléon. C'est Napoléon lorsqu'il est jeune. Et effectivement, il est même traumatisé par l'annexion. Et lorsqu'on lit ce qu'il écrit à l'âge de 20 ans, pas lorsqu'il est enfant, à l'âge de 20 ans, lorsqu'on lit notamment ses écrits littéraires, il a fait quelques tentatives qui, à mon avis, sur le plan littéraire, je parle sous le contrôle de mon maître Jacques Thiers, mais je ne pense pas que les écrits littéraires de Napoléon soient d'une qualité extraordinaire sur le plan littéraire, mais en revanche, ça nous dit beaucoup de choses sur son état d'esprit à l'âge de 20 ans. Il est, comme l'écrit Jean Tullard, il est corse et il n'est que corse à l'âge de 20 ans. Après, il va basculer très vite. Mais il est extrêmement contrarié par ce qui s'est passé en Corse, et y compris d'ailleurs par le ralliement de sa famille. Alors voilà, c'est une situation qu'il subit. Alors s'agissant ensuite de son comportement à lui, il faut être très clair. Il a envoyé Morand en Corse. Il a envoyé un tortionnaire.
qu'il n'a pas désavoué complètement, même s'il y a eu à un moment donné quand même une volonté de sa part de mettre un terme à certaines exactions, mais il porte la responsabilité de choses qui sont très lourdes en Corse. Donc la question, ce n'est pas de réhabiliter Napoléon, hein, loin de là. La question, c'est de se pencher à nouveau frais sur la corsité politique de Napoléon. Et c'est quelque chose qui n'a pas été examiné de manière générale par les nombreux historiens. Quand je dis nombreux, c'est quand même un euphémisme, hein, parce qu'on dit qu'il y a eu plus de livres qui ont été publiés sur lui que de jours écoulés depuis sa mort. Bon, évidemment, il y a énormément d'auteurs qui ont travaillé sur Napoléon, mais il y a un chapitre qui est toujours bâclé, toujours, jusqu'à il y a quelques années. C'est le chapitre sur la Corse. Parce qu'on raconte toujours un peu les mêmes anecdotes, que sa mère était radine, qu'il allait dans la grotte à Ajaccio, etc. Enfin, des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais jusqu'à il y a quelques années, on ne travaillait pas sur ce qu'il y avait de Corse dans son œuvre politique, dans son action politique. Et on a fait abstraction du fait qu'il a été formé politiquement en Corse, tout simplement. Tout simplement. Et que son imaginaire politique est un imaginaire corse. Son imaginaire politique et historique est un imaginaire corse et un imaginaire national corse. Lorsque vous lisez une nouvelle qu'il a écrite à l'âge de 20 ans qui s'appelle Nouvelle Corse, qui ne vaut pas encore, je le disais, je le répète, qui ne vaut pas grand-chose sur le plan littéraire, mais qui est très instructive sur l'état d'esprit de Napoléon, vous retrouvez dans cette nouvelle tous les motifs, toutes les thématiques, les mêmes formules que celles que vous trouvez dans le Virne Moris de Nobili Savelli, qui lui est un auteur paoliste, voilà, qui a été élevé par Paoli en quelque sorte, parent de Paoli d'ailleurs, qui a été à l'université de Paoli, qui a combattu et qui a fait partie de l'administration de Paoli, enfin bref, qui a fait tout le cursus paolien. Et lorsqu'il va faire son épopée, le Virne Moris, hein, donc une épopée sur la situation après Pontello, épopée en langue latine, très belle d'ailleurs, là, pour le coup, ça a sans doute une très grande valeur littéraire, je ne suis pas le seul à le dire. Traduite aujourd'hui, on le signale. Oui, par M. Durazzo, par Michel Durazzo, une très belle traduction, et ça c'est vraiment un texte qu'il faut lire, hein, qu'il faut lire en latin, qu'il faut lire en français, qu'il faut lire en italien, parce qu'il avait été publié aussi en italien dans l'entre-deux-guerres. Hein. Oui, Voilà. Donc, en tout cas, lorsque l'on compare ces deux textes, qui ne sont pas écrits dans la même langue, qui ne sont pas écrits à la même époque, on se rend compte que l'imaginaire politique et historique est exactement le même. Mais là, je parle vraiment d'une analyse de critique littéraire, hein, c'est-à-dire en se servant des outils de critique littéraire. Une analyse approfondie, pas une lecture en diagonale. Vous vous rendez vraiment compte que Napoléon Bonaparte, à l'âge de 20 ans, son imaginaire, c'est l'imaginaire national corse, uniquement. Alors ensuite, voilà, pas question du tout de réhabiliter Napoléon. C'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans l'ordre axiologique. Hein. On est simplement convaincu aujourd'hui, en y travaillant, que nombre d'historiens et d'historiens des idées politiques sont passés complètement à côté de la corsité politique de Napoléon Bonaparte. Voilà, de dire qu'il était imprégné de la pensée politique corse, ça n'est pas, lui, je dirais, le faire plus grand ou le faire plus petit. C'est juste une réalité qu'il nous faut approfondir. Oui. Bonjour, je veux bien ajouter quelque chose. En effet, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Et comme la France a dû, constituer son roman national, il y a eu cet assimilationnisme et ils l'ont forcé. Ils ont forcé pour que la France devienne la France et que la Corse n'existe plus en tant que telle. Et voilà. Enfin, je fais des études d'anthropologie, moi, et anthropologie politique à Poitiers, avec des parties d'anthropologie politique, et je retrouve vraiment ce que disait mon professeur à ce sujet-là, quoi. Voilà. C'est l'exemple précis. Victis, malheur au vaincu. C'est vrai que lorsque vous perdez la guerre, souvent vous disparaissez. Mais là, nous avons disparu du champ de l'histoire des idées politiques. Donc à nous, à un moment donné, de montrer l'apport qui a été celui de la Corse, avec modestie. On ne va pas non plus dire que nous avons tout inventé. Mais il y a un apport
qui n'est pas seulement un apport pratique, parce que dans les années 70, on disait, ah oui, mais il y a eu un apport de Paoli qui a organisé un État dans l'esprit des Lumières, mais on sous-entendait ou on disait explicitement que c'était une application pratique des idées des Lumières françaises. Ce qui est absurde et ce qui est faux. Ce qui est faux, voilà, là, c'est simplement lire et étudier de manière factuelle la situation. Paoli, d'abord, il n'y a pas que l'aspect pratique, il y a aussi l'aspect doctrinal qui est très très important, qui n'est pas d'ailleurs uniquement le fait de Paoli, mais qui est le fait de Paoli, de ceux qui l'ont précédé depuis le début de la Révolution. Donc il y a un apport doctrinal aux idées des Lumières, et puis il y a après une mise en pratique. S'agissant de la mise en pratique, d'ailleurs, quelque chose, je crois qu'on doit en parler lors d'une prochaine séance, je crois la dernière. Il y a le Napoléon, il y a plutôt, non, Paoli, comme disciple de Machiavel. Mais je crois qu'on peut démontrer que sur différents plans, l'histoire des idées, l'adhésion à des idées, l'anthropologie politique qui est mise à l'œuvre et puis la pratique quotidienne dans la politique, je crois qu'on peut montrer, franchement, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que Pascal Paoli a été le chef d'État qui a appliqué à la lettre, plus qu'aucun autre, les préceptes, les idées et les pratiques préconisées par Machiavel. Et encore une fois, je m'empresse de préciser que Machiavel n'est pas seulement l'auteur du Prince. Souvent, on en donne une caricature. Machiavel est aussi un grand républicain qui a théorisé le républicanisme classique. Mais vraiment, Pascal Paoli est non seulement un lecteur, mais c'est un disciple de Machiavel. Et donc, là aussi, c'est pas quelqu'un qui a appliqué les idées des Lumières. C'est quelqu'un qui a appliqué ce qu'il connaissait, ce qu'il avait appris. Donc, ça veut dire son éducation corse et son éducation italienne. Je cède toujours le micro. Jacques Thiers se tourne, peut-être en a-t-il besoin. Oui, merci. Simplement pour dire que, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, à propos de la communication qui existe entre les idées telles qu'elles peuvent être exprimées en Corse, ou le sentiment national tel qu'il peut être exprimé en Corse, et la manière dont il se nourrit également de l'illuminisme, des Lumières. Ce n'est pas seulement le cas de Paoli, ce n'est pas seulement le cas de Napoléon, c'est le cas de toute une génération. Pour ma part, je ferai référence par exemple à Francesco Taviano Renucci et de ceux qu'il reçoit, des influences qu'il reçoit et qui viennent compléter l'éducation qu'il a reçue en Corse, la culture qu'il a reçue de sa famille par le contact avec l'illuminisme qu'il rencontre soit à Milan, soit à l'université de Pavie. Et d'ailleurs, il met un peu en compétition l'une et l'autre pour montrer laquelle est la plus avancée dans les Lumières. Donc, c'est un constat que je ferai. C'est toute une génération. Et bien évidemment, l'héroïsation, telle qu'on peut en examiner l'application ou la montée dans des personnages comme Paoli ou Napoléon, nous cache ce qui se passe dans la masse du peuple, et en particulier chez les notables, chez ceux qui ont accès à ce type d'instruction. Moi, j'aurais une question extrêmement myope à poser. C'est concernant la notion de syndicat que vous avez employée de manière tout à fait ponctuelle tout à l'heure et que je retrouve dans une traduction que je suis en train de faire des Studi critici de Salvatore Viale, qui est de 1859, donc qui est d'une autre époque, mais qui emploie cette notion de syndicat, syndicato, syndacato, je ne sais plus comment ça se dit, mais je ne retrouve pas sa signification exacte, parce que je ne vois pas ce qu'est, puisque je le vois à partir d'une francophonie actuelle,
Un syndicat, c'est un groupement collectif plus ou moins associatif, alors que j'ai l'impression que là, il s'agit d'une institution juridique. Est-ce que je peux avoir cette précision? Oui, alors sindicato, sindacato, syndicamento, effectivement, donc là c'est une procédure, en fait, d'une institution juridique, oui, effectivement, tout à fait, c'est-à-dire le contrôle des responsables, c'est-à-dire des élus et des membres de l'administration, un contrôle permanent. En fait, le contrôle de la légalité de leurs actes. Donc, c'est très utile. Bon, en même temps, ça a des racines extrêmement anciennes, puisque on sait même que dans la démocratie grecque, y compris Périclès, a dû faire face à des contrôles extrêmement sourcilleux, et y compris à des condamnations d'ailleurs, alors qu'il était encensé par ailleurs et qu'il a été reconduit, je crois, pendant 15 ans. Donc stratège. Mais même le prestigieux Périclès a eu à un moment donné à rendre des comptes. Donc c'est la notion, voilà, de cette notion, rendre des comptes. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, les universitaires qui travaillent aujourd'hui, y compris les anglo-saxons et les Italiens, comme Viroli, sur le républicanisme, considèrent que cette institution est un marqueur du républicanisme classique. Sachant que le républicanisme classique italien, aujourd'hui, est très étudié. Je parlais des anglo-saxons. Bon, j'ai entendu certains universitaires français se désoler de voir que les anglo-saxons s'intéressaient davantage au républicanisme classique italien qu'au républicanisme classique français. C'était le cas notamment de Vincent Payon. Je l'avais entendu dire à une émission sur France Culture. Ah ben oui, mais on s'intéresse beaucoup au républicanisme classique italien, alors que bon, les Français sont convaincus d'avoir inventé le républicanisme. Bon, ils ont évidemment eu un apport considérable, il n'est pas question de le nier, mais le républicanisme classique italien qui s'est développé à partir du XIIe siècle, c'est une affaire considérable. Et donc le syndicat, ou syndicamento, donc, fait partie de ces marqueurs du républicanisme classique. Peut-être le... Oui, c'est-à-dire... Donc, notre collègue m'a demandé de mettre mon grain de sel dans cette définition. Bon, il se trouve que j'ai donné une définition sommaire dans le dictionnaire historique de la Corse, dirigé par Serpentini. Mais enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Et en tout cas, comme ça a été dit, le syndicament, ça ne peut pas être réduit à un simple contrôle, comme l'a fait par exemple Evelyne Luciani, quand j'ai fait la critique de son ouvrage, qui est d'ailleurs très utile, quand elle a traduit la pratique manuelle, elle a traduit syndicato par contrôle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'on prend un dictionnaire des termes juridiques italiens, on trouve contrôle comptable, c'est vraiment réduit à peu de choses. Or, le syndicament, il remonte, comme on a dit, à l'Antiquité grecque, à toute l'Antiquité. Il passe dans le Code justinien. Dans le Code justinien, il était dit que les fonctionnaires, notamment les proconsuls, enfin tous les fonctionnaires qui avaient des pouvoirs étendus dans les provinces et qui rendaient la justice, mais qui étaient aussi des administrateurs, ils devaient rester, après la fin de leur fonction, 50 jours à la disposition des administrés, des justiciables, des contribuables pour rendre des comptes. Et c'est à partir de là que ça s'est développé dans les républiques italiennes dès le Moyen-Âge, et puis ça n'a cessé de maturer. Et Gênes apporte ça aux Corses, et à ce moment-là, on a cette novation que fait Paoli, puisqu'il reprend le truc, et il en fait quelque chose de nouveau, comme je disais tout à l'heure. Et alors après, aujourd'hui, c'est vrai que pour les Italiens, le mot, enfin pour l'Italien qui n'est pas historien, disons, syndicat, c'est un contrôle sans plus. Alors, je ne sais pas si Salvador Vial l'utilise dans un sens très, très récent. Il y ajoute également, alors il semble que ce soit une coordination à la fois administrative et juridique, sinon judiciaire. Ah oui, parce que le syndicament, c'est à la fois une institution administrative. Dans le cours que je fais
en troisième année de droit public de la Corse, le syndicat Ment, on le trouve aussi bien dans les institutions administratives que les institutions judiciaires, parce qu'à Gênes même, il a fini par être une instance judiciaire très élevée, qui pouvait réformer les jugements, qui pouvait les casser, qui pouvait réviser les jugements, à tel point qu'on a limité, à un moment donné, il y a des textes à la fin de l'époque génoise qui limitent les pouvoirs des syndicateurs, parce qu'ils avaient tendance, une fois que quelqu'un était condamné, à l'absoudre, hein, dans certains cas. Voilà. Quelquefois, on le trouve avec syndicamento suprême. Voilà, mais parce qu'il y a plusieurs étages à Gênes, il y a le syndicat suprême. Voilà, il y a le syndicat. À Gênes, on a le syndicat suprême qui contrôle les autorités principales et qui est une institution tellement élevée qu'Andrea Doria, quand il a voulu asseoir son autorité, il s'est pas fait nommer doge, ça aurait été un inaugurateur de chrysanthème, il s'est fait nommer au Sindicato Supremo. Mais après, il y avait un syndicat inférieur pour les autorités ordinaires, et puis après, toute une démultiplication du syndicat, d'ailleurs qu'a utilisé Paul, une démultiplication pour aller vérifier jusqu'aux simples agents de police, les simples famigles, qui devaient garder les 2 dernières payes pour pouvoir payer, pour pouvoir solder, disons, toutes leurs exactions. Je ne sais pas si ça suffisait, les 2 dernières payes, mais enfin bon, c'était toujours ça. Hein. Voilà. Non, c'est très intéressant et c'est très actuel en même temps. C'est vrai, avec la défiance qui existe aujourd'hui à l'endroit des élus, hein. À tort, hein, à tort. Mais, oui, c'est vrai. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est une institution qui est. On comprend bien que dans une logique républicaine, on comprend bien tout l'intérêt philosophique, hein, de cette démarche, hein, parce que voilà. Vous n'êtes pas le roi, vous êtes à un moment donné désigné pour accomplir une tâche et en rendre compte. Encore une fois, c'est. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bref, peut-être nous reste-t-il à te remercier et à attendre avec impatience la dernière stonde de Jean-Guy Talamone qui va poursuivre sur le thème du républicanisme et on aura bouclé ce cycle passionnant. Je rappelle aussi le dernier ouvrage, Le républicanisme corse, sorti chez Albiane, qui est aussi le fruit d'une habilitation à diriger des recherches, mais qui est une version vulgarisée et à la disposition de tous ici, si vous voulez pousser un petit peu plus loin dans ce type de thème.